Et nous sommes le lundi 15 avril 2024 et pour la première fois aujourd'hui, l'émission est aussi disponible sur Spotify. Petit à petit, on va aller sur toutes les plateformes de streaming audio. Je vous dis souvent que j'ai pas trop le temps pour monter les vidéos, etc., etc. Donc en douceur, on va essayer d'aller vers un format podcast de plus en plus. Pour ceux qui découvriraient l'émission aujourd'hui, sachez qu'on fait le tour de l'actualité plusieurs fois par semaine. La vidéo sera à 17 h. On parle de MMA, mais aussi de tous les sports de combat. Mais voilà, 90% des sujets, ça concerne l'UFC. Et aujourd'hui, ça va être un gros focus sur l'UFC 300. C'est parti. Et je commence avec le premier combat des early prelims, c'était Deiveson Figueiredo contre Cody Garbrandt. Et j'avoue que je suis un peu déçu pour Cody Garbrandt, il avait très bien commencé le combat. On le sait, il a connu une descente aux enfers ces dernières années, depuis qu'il a perdu la ceinture, il y a peut-être 5 ans, contre TJ Dillashaw, peut-être un peu moins 4 ans. La route a été très dure pour lui. Et l'UFC a essayé de bien le marketer, tu le mets sur l'UFC 300, on a vu dans les Embedded, on le voyait souvent à l'entraînement, ils veulent donner une image de lui, du gars qui essaye de se reconstruire, etc., etc. Il avait bien commencé le premier round, il était très mobile, il frappait fort. Honnêtement, j'y ai cru. J'y ai cru surtout que Figueiredo avait l'air d'avoir du mal à trouver la distance, à trouver la solution. Il a tenté des takedowns, Garbrandt les défendait très bien. Et puis au deuxième round, là, je dois tirer mon chapeau à Figueiredo. Il est resté concentré, il a fait ce qu'il devait faire, il l'a amené au sol. Il n'a pas perdu son focus, il savait ce qu'il devait faire, il s'y est tenu. Et il a su s'adapter. Et c'est ça aussi la marque des grands. C'est un ancien champion, Figueiredo, je le rappelle, dans la catégorie du dessous, chez les poids mouches. J'ai du mal à le voir prendre la ceinture chez les poids coqs. Quand j'ai vu le premier round, je me suis dit, ah ça y est, ça va commencer à coincer, peut-être une différence de gabarit. Puis bon, Figueiredo, il est plus tout jeune non plus, il y a eu des belles guerres dans sa carrière. Et finalement, il m'a fait mentir, il s'impose au deuxième round. J'ai toujours du mal à le voir aller chercher la ceinture, pour être honnête. Mais peut-être qu'il me fera mentir, pardon. Et puis surtout, je pense qu'il peut nous offrir quand même de bien belles oppositions dans cette catégorie. Ensuite, on avait les deux vétérans, Green contre Miller. Je suis aussi très déçu pour Miller. J'ai rien contre Green. Mais j'avais envie de voir Miller briller, on le sait, il a combattu à l'UFC 100, il a combattu à l'UFC 200, là il était sur la carte de l'UFC 300. Et je dois tirer mon chapeau à Bobby Green, lui aussi, il a su magnifiquement gérer la distance, le timing, il a laissé aucune chance à Miller. J'aurais aimé que le combat aille un petit peu au sol. J'aurais aimé voir Miller peut-être trouver la solution dans ce domaine, on sait qu'il est très bon, il excelle, il excelle au sol. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Dans la conférence d'après-combat, Bobby Green a appelé Paddy Pimblett. Bon, il l'a un petit peu insulté. Il a dit qu'il voulait aller le combattre parce que voilà, Paddy Pimblett l'a appelé, etc. Bon, c'est du Bobby Green, il aime le trash talk, il aime se vendre. Félicitations à lui, il revient d'un terrible KO contre Turner, on va en parler juste après. Et on ne savait pas dans quel état il allait pouvoir revenir de ça. Ça a été une mission accomplie pour lui, mais encore une fois, assez déçu pour notre ami Jim Miller, le vétéran. J'aurais aimé le voir gagner à l'UFC 300, laisser les gants dans la cage, partir, et franchement ça aurait été une très très belle histoire. On passe tout de suite au combat de Moïcano contre Turner. Et là pareil, on savait pas ce que ça allait donner. Turner toujours très dur à manœuvrer, il a une grande allonge, il frappe très fort. On a vu ce qu'il avait fait à Bobby Green il y a quelques mois. Et Moïcano qui a trouvé la solution, franchement félicitations à lui. Il a été touché dans le premier round. Alors, beaucoup, notamment Dana White, dit que Turner aurait dû suivre au sol, qu'il a voulu avoir un peu son walk-off KO. C'est quand tu mets un KO au gars puis que tu pars. Voilà, c'est vrai que c'est très classe, c'est très beau. Ça n'a pas fonctionné. Moïcano, lui, il a une autre version. Il dit non, moi je pense qu'il m'a pas suivi au sol parce qu'il avait peur de mon JJB. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je dis pas qu'il avait peur, mais juste qu'il voulait pas le suivre au sol. Quand il a envoyé Moïcano au tapis, pour moi, Moïcano était pas KO complètement. Donc je pense que vraiment Turner a voulu le faire se relever et le finir debout, ce qui aurait pu arriver. Moïcano, il retourne dans son coin à la fin du premier round, il est pas frais du tout, mais il l'a dit en conférence, il dit oui mais c'est comme ça, c'est le combat, il y a toujours des choses que tu dois combattre, il y a des combats dans le combat, il y a de l'adversité, c'est ça qui fait toute la beauté du sport, et j'ai réussi à trouver la solution, je suis très fier de moi. Il explique qu'il s'est beaucoup inspiré du combat que Turner a vu contre Gamrot. Gamrot, c'est un partenaire d'entraînement de Moïcano, les deux se connaissent très bien. Il dit ouais, Gamrot a vu du mal à le contrôler au sol. Je pense pas que Turner soit très bon au sol, mais je pense que comme il est grand, il est lourd, ça nous pose problème. Et moi, j'ai trouvé la solution et je suis très très fier de moi. Il a aussi dit qu'il voulait combattre au Brésil, qu'il voulait combattre à Londres. Il a 34 ans, il l'avait déjà dit avant les combats. J'ai pas de temps à perdre, je veux pas me voir plus beau que je ne le suis. Il dit pendant un moment quand j'étais chez les poids plumes, je pensais que ça y est, j'étais dans le top 5, j'allais être le meilleur. Finalement, j'ai perdu contre Aldo, j'ai perdu contre le Korean Zombie, donc maintenant je suis beaucoup plus humble. Tout ce que je veux, c'est être actif. Je voudrais combattre encore 3 fois cette année, faire de l'argent. J'ai 34 ans et j'ai
j'ai pas de temps à perdre. Ensuite, on a commencé les prélims avec Youssouf contre Lopez. Alors Youssouf qui avait dit je suis content de combattre un grappleur parce que j'ai toujours voulu combattre un grappleur, mais on me met toujours des strikers face à moi parce que ça amène de beaux combats pour les fans, etc. Je lui donne pas forcément tort. Malheureusement, le grappleur a fait du striking et une magnifique performance de Lopez. Franchement, l'uppercut au clinch est magnifique. Elle est très très dure pour Youssouf, il a même pas pu s'exprimer. Mais voilà, Lopez c'est une étoile montante et là il a validé. T'es à l'UFC 300, tu fais ce genre de performance. Je suis très très content pour lui. Ensuite on a eu Holly Holm contre Kayla Harrison. Et ce qui devait arriver arriva. On sait que Holly Holm, elle est quand même sur la fin de sa carrière. Quant à la strikeuse contre la grappleuse, vaut mieux pas se faire mettre la main dessus pour la strikeuse. Et alors au début du combat, on a pu croire, on a pu avoir un espoir quand Harrison amène Holly Holm au sol et elle arrive tout de suite à switcher. Mais on sent qu'elle a mis beaucoup de force dans le mouvement, c'était pas forcément ultra technique. Et puis surtout, elle se retrouve au clinch, elle se retrouve prise au corps à corps. Et puis ce qui devait arriver arriva. Harrison réussit à la terminer. Holly Holm, elle a réagi ensuite sur les réseaux. Elle a dit que c'était très dur pour son ego, que c'était très dur pour son mental, mais que c'est comme ça, c'est le sport. Je crois que Dana White en conférence a dit qu'il aimerait la voir se retirer. Mais voilà, Holly Holm, depuis qu'elle a battu Ronda Rousey, j'en ai souvent parlé. Elle a eu les faveurs de l'UFC. Elle est toujours à un combat du combat pour le titre. Là, elle aurait gagné ce week-end. C'est sûr et certain que Dana White lui donnait sa chance. On a vu maintenant que Amanda Nunes s'est filmée devant sa télé au moment où Kayla Harrison faisait son discours post-combat dans la cage. Elle aurait peut-être aimé entendre son nom, elle voulait être appelée. Est-ce qu'elle reviendra? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que le combat que tout le monde veut voir aujourd'hui, ce serait Nunes contre Harrison. On nous vend Harrison comme la meilleure combattante au monde. Elle a montré qu'elle pouvait briller à l'UFC. Alors pourquoi pas contre Nunes, un retour de retraite. C'est le chose que j'aime pas trop, très honnêtement. Mais on verra ce que nous réserve l'UFC. On a eu ensuite l'ancien champion des poids coqs, Aljamain Sterling, qui montait chez les poids plumes pour son premier combat dans la catégorie. Alors Sterling, honnêtement, quand tu le vois dans la cage, si tu sais pas qui c'est, tu ne te dirais jamais que ce gars-là a été champion des poids coqs. Sa façon de se tenir, sa façon de frapper, sa façon de bouger. On croirait jamais un gars qui est l'élite du MMA mondial, c'est impressionnant. Et pourtant, il a gagné, encore une fois, quand il te met la main dessus, il est très compliqué à manœuvrer. Calvin Kattar, il avait l'air d'être absent complètement. Alors Dana White dit que c'est le style de Sterling qui lui a posé problème, peut-être aussi. Mais honnêtement, il a proposé zéro opposition, même debout, qui est son domaine de prédilection. On sait qu'il y a de la place avec Sterling debout. En plus, il revenait d'un dur KO contre O'Malley, donc mentalement, il pouvait douter. Il y avait peut-être quelque chose à faire pour Kattar là-dessus. Il a rien fait, il a pas saisi sa chance, c'est très dommage pour lui. Écoutez, maintenant Sterling, l'aventure continue, l'aventure commence et continue chez les poids plumes. J'espère le voir grimper dans la catégorie, voir ce qu'il peut faire contre l'élite. C'est un gros poids coq, c'est pas un petit poids plume, donc j'ai très très hâte de voir ça. On passe ensuite au main event des prélims et Prochaska. Alors lui c'est pareil. Honnêtement, Prochaska, il est comme Sterling, quand tu le vois combattre, tu te dis mais c'est quoi ce gars-là? Il a pas de garde, il fait des mouvements de tête très, très hasardeux, en plus il l'avait dit, j'ai travaillé mes mouvements de tête, il faut que je fasse attention à ma défense. Il se déplace très bizarrement, il envoie le point droit, le point gauche protège pas, il envoie des kicks isolés comme ça, sans garde, des coups de genou encore pire. Il est au corps à corps, il envoie un coup de genou, il a pas de garde, franchement il fait très très peur. En face on avait Rakic lui qui était propre, très conventionnel, la garde haute, les low kicks qui faisaient très mal. Je me suis dit, ah attention Prochaska, tu reviens d'un KO contre Pereira, si tu perds contre Rakic, ça va être très dur. Rakic faisait vraiment ce qu'il fallait. Et puis Prochaska qui prenait des risques inconsidérés. Très rapidement, il avait plus de jambes. En conférence de presse, il l'a dit, le 4e ou le 5e low kick que j'ai pris, honnêtement, il m'a fait très mal. Je peux le comprendre, on a vu que la jambe était marquée. Et puis au deuxième round, on a commencé à voir Rakic qui tirait la langue. Je me suis dit, ah, attention, Prochaska, lui, qui montait en puissance, qui commençait à toucher, lui, il veut te toucher, il veut aller à la bagarre, il sait qu'il frappe fort, il semble avoir confiance en son menton, et puis il a un très très gros cardio, il a fini par battre Rakic, par le terminer, c'était très beau, la foule a adoré. Pour Rakic, c'est compliqué, t'as fait ce qu'il fallait, t'avais la garde haute, t'as essayé d'être tactique, t'as essayé d'être stratégique, et finalement tu perds contre un gars qui est plus fort que toi. Alors il y a eu un peu de trash talk avant, surtout de la part de Rakic, et Prochaska a dit qu'il avait beaucoup aimé ça. Il dit oui parce que moi, quand j'ai perdu contre Pereira, mentalement forcément la défaite a été très dure, j'avais besoin d'un gars qui me rentre dedans, un gars qui me fasse me réveiller, et Rakic c'était l'adversaire parfait. Donc parfois le trash talk que tu penses déstabiliser l'adversaire, mais là il semblerait que ça a été plutôt le contraire. Et Prochaska qui a expliqué vouloir revenir très très rapidement dans la cage.
Et une journaliste lui a posé une question très intéressante, elle lui dit, parce qu'il veut le vainqueur, enfin il veut Pereira en fait, il veut sa chance à la ceinture. Elle lui dit ouais, tu as dit qu'il fallait que tu sois plus défensif, plus intelligent dans ta façon d'approcher les combats. Est-ce que t'as pas peur de devenir trop défensif et du coup de te dénaturer? Et ça c'est une question très intéressante, je l'ai déjà dit plein de fois, Daniel Ouara en a beaucoup parlé concernant Benoît Saint-Denis, et il dit oui c'est vrai, c'est un risque, c'est pour ça qu'il faut que je continue de travailler, c'est quelque chose qui se bosse et se bosse à l'entraînement, et c'est sa mission de réussir. Donc félicitations Prochaska, mais franchement moi il me fait très peur, j'ai cru qu'il allait aller dormir plusieurs fois dans le combat. Je me répète, mais les coups de genoux envoyés sans les masquer avec les poings et en plus sans garde, c'est vraiment un truc de fou qu'il fasse ça à un tel niveau. Félicitations à lui. Ensuite c'était le début de la main card et on a eu Bonical qui a connu le deuxième round pour la première fois de sa carrière. Bon, il a roulé sur son adversaire, faut être honnête. En face, il a réussi à défendre un peu, mais il ne l'a pas vraiment mis en danger. Mais quand même, je retiens quelques petites choses, notamment pour Bonical, c'est attention aux entrées en overhand. Il descend très bas, il envoie un gros overhand, il pourrait se faire contrer. Il a eu une petite alerte contre Brundage. Quand ce sera un plus gros niveau en face, attention, il a dit qu'il n'était pas satisfait de sa prestation. Voilà, il aurait voulu plus, il était très motivé par les 300 000. Hein. Dana White avait dit maintenant les bonus de la soirée, c'est plus 50 000, mais c'est 300 000. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, à la fin de chaque UFC, Dana White, il donne des bonus aux gars qui l'ont impressionné. T'as le combat de la soirée, t'as la performance de la soirée, et d'habitude c'est 50 000 $. Là, il avait dit ce sera 300 000 $. Donc les mecs avaient forcément envie de prendre les 300 000 $. On en reparlera après. Mais voilà, moi j'ai peur pour Bonical un jour qu'il se fasse contrer. Par contre, au sol, il n'a pas été inquiété à aucun moment. Il a eu la domination totale. Donc là, il n'y a rien à dire là-dessus. Et on a Khamzat Chimaev qui a tweeté en disant que sa lutte n'était pas bonne du tout. Il a dit bon ok, il a rigolé, franchement il l'a pris la rigolade, il dit bon par contre moi je termine mes combats, lui il va à la décision, et moi j'ai beaucoup de cardio, lui c'est pas trop le cas. Il a pas tort. Après, de ce que j'ai vu de Bonical ce week-end, contre Khamzat Chimaev, faudrait faire attention quand même, parce que Chimaev il frappe fort, il pourrait bien le contrer sur un overhand, sur une entrée un peu hasardeuse. Donc attention à ça quand même. Il n'est pas satisfait de sa performance, mais il explique qu'il va apprendre de ça. C'est comme ça, il est en train de se construire. Hein. Je crois que c'était seulement son 6e combat professionnel. Donc il faut lui laisser le temps. Et il espère revenir vite au mois d'août, ou pourquoi pas juin ou juillet. Mais lui, il cible le mois d'août. Et puis il explique que Dana White avait énormément confiance en lui. Il lui a redit dans la cage, tu peux avoir la tête haute, tu vas devenir une superstar, etc. Bah écoutez, il n'était pas en ouverture de main card pour rien. Ça a assez fait parler. Ensuite, on a eu l'ancien champion Oliveira contre celui qui monte, celui qu'on aimerait aller voir challenger Islam Makhachev pour la revanche, parce que lui aussi a eu sa chance, Arman Tsarukyan. Et voilà, Tsarukyan qui gagne, qui fait parler la lutte, qui passe beaucoup de temps sur Oliveira au sol. Le grand endpoint avec les coudes a beaucoup payé. Oliveira, en fait moi Oliveira j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il est pas assez réfléchi parfois. La guillotine qui tente au premier round, ok ça aurait été magnifique si c'était passé, mais après qu'est-ce qui se passe? Alors il est tout proche de finaliser, mais après il passe du temps sur le dos, il concède le round, en fait c'est compliqué. Il nous ressort à un moment un coup de genou sauté, le même coup de genou sauté qui lui a coûté la victoire contre Makhachev, il le refait contre Tsarukyan. Tu sais que si Tsarukyan te touche debout, il va te suivre au sol, il va pas avoir peur. Donc Oliveira j'aime beaucoup, il nous a offert des magnifiques performances, mais parfois je trouve qu'il est vraiment pas assez réfléchi dans la cage. Et encore une fois, je dis pas que ça lui a coûté le combat, il aurait peut-être perdu quand même, mais il y avait peut-être mieux à faire quand même. Et puis le style de la shoot et box, il est très bon, il a fait ses preuves, mais je trouve que les gars ont pas assez de mouvement de tête. Il a la garde très haute, mais il prend beaucoup de coups quand même parce qu'il a la nuque très raide, et ça on en a déjà parlé, je suis pas le seul à le dire, j'ai pas de conseils à lui donner, mais beaucoup d'experts entre guillemets, voilà, d'analystes de très haut niveau le disent la même chose. Mais bon, c'est Charles Oliveira, il nous a toujours fait rêver, j'espère que ça continuera. Maintenant, attention à ne pas prendre des coups de trop dans sa carrière quand même. Et oui, d'ailleurs, Renato Moicano, il a demandé à affronter, du coup, il avait demandé le perdant de Oliveira Tsarukyan pendant sa conférence de presse, le combat n'avait pas encore eu, donc Moicano contre Oliveira, ça pourrait être un très beau combat. Ensuite, on avait le combat pour la BMF, Gaethje contre Holloway, et quelle performance d'Holloway. On a tous douté, faut être honnête. Les 95% d'entre nous ont douté d'Holloway chez les poids légers, pardon. On l'avait vu en déficit de puissance contre Poirier. On s'est dit contre Gaethje, ça va être un truc de fou. Et non, il a fait quelque chose de complètement dingue. Le KO est magnifique. Le coup de pied retourné au premier round qui casse le nez de Gaethje, c'est magnifique. Il a été calculé. On a eu la guerre à la fin surtout, mais tout le combat, franchement, c'était très beau. Alors Gaethje était peut-être à côté de la plaque aussi, c'était pas le Gaethje qu'on avait l'habitude de voir, mais Holloway, je pense, a fait ce qu'il fallait pour le faire déjouer. Et en conférence de presse, il expliquait que c'était le deuxième meilleur moment de sa carrière après sa victoire contre José Aldo au Brésil. Il dit maintenant j'ai plein d'options, je peux aller chercher peut-être la ceinture des 155, donc des poids légers, champion Islam Makhachev. Je peux aller prendre Ilia Topuria, d'ailleurs il a dit que c'est ce qu'il voulait, prendre Ilia Topuria pour récupérer sa ceinture des poids plumes. Et s'il devient champion des poids plumes, il veut prendre Volkanovski pour le 4e combat, c'est vraiment le combat qu'il veut.
Et puis il dit maintenant que j'ai la BMF, Conor McGregor passe son temps à dire qu'il est le BMF, alors il peut venir m'affronter, bah là s'il veut un gros chèque c'est le moment, ce serait une revanche, je rappelle qu'il a déjà perdu au début de sa carrière contre Conor McGregor, McGregor s'était blessé au genou, il s'était fait les croisés dans ce combat d'ailleurs. Mais c'est autre chose, et on en reparlera après parce que beaucoup de combats ont été annoncés. Mais félicitations Holloway, moi il m'a fait lever du canapé, le KO à la fin c'est magnifique. Il avait déjà fait ça contre Lamas, ou Lamas, je sais pas comment on dit, vous m'excuserez. Là il le refait contre Gaethje, combat pour la BMF, t'as gagné, il reste 10 secondes, tu prends ce risque là, franchement, chapeau. Dana White, je vous en parlerai après, il était en admiration devant Max Holloway, il a fait mentir et faire taire beaucoup de monde. Félicitations à Max Holloway, j'ai adoré ce combat. Et puis je passe tout de suite au main event, Alex Pereira. Alors il semblerait qu'il était blessé aux pieds ou aux orteils. Ça lui est arrivé à quelques semaines du combat. Il dit au moment où j'allais ralentir mon entraînement, voilà, me préparer pour le combat, je me blesse aux pieds, mais je pouvais pas abandonner, donc je suis passé au travers de ça. Il a trouvé qu'il avait été très irrespectueux envers lui. C'est pour ça qu'il a célébré un petit peu sa victoire. C'est pas un mec qui fait voir ses émotions en général, Pereira, mais voilà, je pense que là il voulait montrer qu'il faut pas non plus lui cracher dessus. Il aimerait combattre au Brésil, mais il dit c'est l'UFC qui va décider. Il aimerait combattre en poids lourd, mais il le dit c'est l'UFC qui va décider. Il dit, en fait voilà, il dit qu'il est prêt à tout faire. Il voudrait aussi combattre un nouveau gars. Donc pourquoi pas Ankalaev plutôt que Prochaska. Prochaska qui veut l'affronter, il l'a déjà battu. Il dit moi je veux prendre du 109. Maintenant tout ça c'est entre les mains de l'UFC. Moi je suis un combattant, je ferai ce que l'UFC me dit de faire. Très bonne mentalité. Et puis pour revenir au combat, il n'y a pas grand chose à dire, ça a été très vite. Mais le moment il va devenir culte. Il prend un coup dans les parties. Il dit à l'arbitre non t'inquiète pas, le combat continue. Et boum, il envoie le crochet. Et vous avez vu, le crochet, c'est même pas un crochet qui arrive au menton, c'est même pas un crochet qui arrive à la tempe ou à la gorge. Non, non, c'est un crochet qui arrive dans pommette nez. Et on voit les yeux de Hill qui. Il a même pas. C'est pas comme s'il avait frappé, cassé le nez, l'autre tombe, il en peut plus, non. Il l'a sonné en le touchant à la pommette, d'un crochet du poing avant. C'est hallucinant, la puissance de Pereira, franchement, il me bluffe. On en avait parlé dans la semaine avec certains d'entre vous en commentaire. Il disait moi j'ai toujours parié contre Pereira, il m'a toujours fait mentir. Je vais y aller avec lui cette fois-là. Bon bah j'ai bien fait. Jamal Hill bien remis ou pas bien remis de sa blessure. Bah là le KO c'est le KO. Hein. Malheureusement il n'y a rien à dire. Et Pereira qui m'a vraiment impressionné sur ce coup-là. Est-ce qu'il peut prendre Ankalaev après? Moi j'aimerais bien. Alors on sait que si ça lutte avec Ankalaev ça va être très dur. Même s'il vient d'avoir sa ceinture noire de JJB dans la cage remise par Glover Teixeira. Attention contre Ankalaev ça va être quelque chose. Mais Ankalaev il aime bien rester debout. Parfois il fait cette erreur là. Contre Pereira j'espère pour lui qu'il ne la fera pas. Et on a eu la conférence de Dana White, on l'attend toujours beaucoup. Sachez que Max Holloway a pris 2 bonus. Il a pris le combat de la soirée, donc 300 000 dans sa poche, 300 000 dans la poche de Gaethje. Plus il a pris la performance de la soirée, un autre 300 000, donc 600 000 $, rien qu'en bonus. Dana White, il en pouvait plus. Il a dit c'est le meilleur combat que j'ai vu, c'est le combat de l'année, personne fera mieux. Ça, c'est un combat de BMF, j'adore ça. Donc félicitations. Félicitations à Max Holloway. Et puis il a aussi dit qu'il allait prendre soin des autres. Hein. Il a cité Moicano, Figueiredo, Lopez, Harrison. Il dit voilà, ils n'ont pas le bonus de 300 000, mais vous inquiétez pas, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait. Ils vont avoir leur petit bonus. Et puis Prochaska aussi a eu un bonus, donc je suis très content pour lui. Il expliquait qu'il aimerait beaucoup aller à Hawaï pour Max Holloway, mais qu'il n'y a pas d'infrastructure pour ça. Il dit c'est ça le souci, c'est que si on va là-bas, il faut faire un gros truc et ils n'ont pas ce qu'il faut, donc malheureusement ça ne pourra pas se faire tout de suite. Il a aussi, concernant le combat, ça y est, un Conor McGregor s'est signé en 170 pounds, donc en welter contre Chandler, ça va être le 29 juin, l'UFC 303, si je dis pas de bêtises. Il explique que Chandler était prêt depuis le début, mais pas Conor McGregor, entre sa blessure, les tournages de films, etc. De toute façon, il ne pouvait pas combattre, donc là, le mois de juin, c'est le timing parfait. Il a aussi expliqué que l'UFC allait aller à Manchester, en Angleterre, donc on aura sûrement Aspinall sur la carte. Et la dernière fois qu'ils ont été à Manchester, c'était pour Bisping contre Dan Henderson. Et le combat avait eu lieu en pleine nuit en Europe, c'était en horaire de pay-per-view aux États-Unis. On lui a demandé si ce serait la même chose, il a dit je sais pas la date, je sais pas l'heure, je sais rien du tout, mais en tout cas on va à Manchester. Bon, le MMA s'étant énormément démocratisé en Europe, je pense qu'on aura une carte à heure européenne. En tout cas j'espère beaucoup, je serais déçu que ce soit en Angleterre et qu'on se tape ça en pleine nuit, même pour les combattants. Franchement c'est pas génial. Et vous savez, Dana White, on lui reproche souvent de regarder son téléphone pendant les combats comme s'il en avait rien à faire. Et il dit non, moi c'est pas que j'en ai rien à faire, c'est que moi ce qui m'intéresse c'est la production télé. Je veux voir ce que les gens voient à la télé, s'il y a des choses à améliorer ou pas. Et du coup souvent je regarde les combats sur mon téléphone et des fois je vais dans une salle à l'arrière où j'ai un grand écran et je me rends compte de ce que voient les gens chez eux et dans la salle, la production, etc. Mais voilà, souvent on me reproche comme si je suivais pas les combats, mais non c'est faux. Ce qui m'intéresse c'est la production télé, c'est ce qu'on vend. Donc on a une petite clarification de ce côté-là. Il a aussi annoncé le combat de Islam Makhachev contre Dustin Poirier. Voilà, Poirier on le disait fini après son combat contre Gaethje. Bon bah voilà, il a sa chance à la ceinture. J'y crois pas trop pour lui, j'ai plutôt Makhachev, mais c'est peut-être son dernier combat, il va peut-être tout donner et on sait jamais. J'aimerais bien le voir prendre la ceinture et se retirer, ce serait magnifique pour lui. Mais ça va être très compliqué, ça va être à l'UFC 302 le 1er juin dans le New Jersey. On va aussi avoir
avoir sur cette même carte en co-main event 5 rounds Sean Strickland contre Paulo Costa. Combat à ne pas perdre pour Sean Strickland. Et puis Paulo Costa, c'est un beau cadeau. Il a perdu contre Whittaker, on lui donne Strickland. Franchement, l'UFC l'a à la bonne. Et puis Conor McGregor, ce sera ça le 29 juin. Et oui, alors là, deux petites blagues. On a Dan Henderson, vous savez, à l'UFC, il avait mis, je crois que c'était à l'UFC 100 en plus, il avait mis ce magnifique KO à Michael Bisping. Je vous mets la photo pour ceux qui regardent sur YouTube. Il lui avait sauté dessus, il avait mis la Henderson bomb, hein, comme on appelait ça, la H-bomb. Et il avait dit, ouais, je pense que ce soir, avec ça, j'aurais gagné les 300 000 $. Et Michael Bisping a dit, ouais, tu l'aurais gagné, mais tu aurais aussi été testé positif pour la testostérone. Belle réponse de Michael Bisping qui s'est battu contre les dopés quasiment toute sa vie, j'ai envie de dire. Il y a laissé un œil, hein, je le rappelle. Et on a Ned Diaz qui a été interviewé et qui dit ouais, moi le combat que je veux actuellement c'est Leon Edwards. Il parle aussi de Conor McGregor. Enfin, Ned Diaz, il est plus à l'UFC, il va combattre Masvidal et il se voit encore affronter Leon Edwards. Alors c'est vrai que son combat contre Edwards avait été beau, il l'avait sonné à la toute fin du combat, etc. Mais il avait été dominé pendant 5 rounds, il n'y a rien à dire. Mais voilà, c'est du Ned Diaz dans le texte. Il dit oui, Leon Edwards, ça serait cool, ce serait un bon combat, c'est le combat que moi je veux. C'est la meilleure chose pour moi à l'UFC. La cote pour que ce combat ait lieu, je pense qu'elle est, y a un billet à faire. Hein. Si vous voulez faire un billet, mettez-le là-dessus, mais je pense pas que vous allez gagner. Et puis il y a Topuria qui a félicité Max Holloway, mais qui lui a dit qu'il serait le premier à le mettre KO, qu'il allait lui faire voir quelque chose que Max Holloway n'avait jamais vu dans la cage. Moi, j'ai très envie de voir ce combat, très honnêtement. Et puis vous savez, concernant Pereira chez les poids lourds, Dana White dit chez les poids lourds, quand tu y penses, pour Pereira, ce serait qui? John Jones, Aspinall ou un autre de ces gars-là. La division est en feu en ce moment, la catégorie est en feu, pardon. J'ai pas envie de le voir monter. Donc je sais pas ce que ça va donner. Après, s'il refait, imaginez, il prend Ankalaev, il met KO Ankalaev, je pense que Dana White ne dira plus non. Et ce sera le moment d'écrire à l'histoire pour lui de devenir champion poids lourd léger, poids moyen. On n'y est pas encore, mais Alex Pereira, franchement, sacré star. Il y a encore 1 an et demi, ouais c'est ça, 1 an, ouais, 2 ans, on n'y croyait pas trop, il y a 2 ans, et aujourd'hui, bah, il a été champion moyen, champion poids lourd léger, félicitations à lui. Et nous on arrive au bout de l'émission, on se retrouvera cette semaine pour une autre. N'oubliez pas les gars, sur Spotify, on va basculer sur Spotify petit à petit, n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est gratuit sur Spotify, il n'y a pas besoin de vous abonner pour écouter des podcasts, donc n'hésitez pas et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission, salut.